Personne ne savait depuis quand il était là. Il est juste apparu un matin sur le même banc en bois, les pieds nus et le regard perdu. Il avait une vieille couverture sur les épaules et un sac à dos déchiré à ses pieds. Il ne pleurait pas, il ne demandait rien, il regardait juste le ciel comme s'il attendait un signe. Quand quelqu'un lui a demandé où étaient ses parents, il a juste répondu « Ma maman vit au ciel et elle veille sur moi de là-haut ». Les adultes s'éloignaient. Il pensait que c'était un jeu, une fantaisie enfantine ou juste quelqu'un d'autre qui s'était perdu dans la ville. Mais il revenait toutes les nuits. Il s'allongeait sur le même banc, serrant son sac à dos, tremblant sous le froid, regardant les étoiles. Parfois, il parlait seul, il disait « Maman, aujourd'hui je n'ai pas mangé, mais tu me manques plus qu'hier ». Personne ne connaissait son nom, personne ne connaissait son histoire, mais tous sentaient quelque chose se briser en eux quand ils le voyaient endormi, si petit, si seul, si oublié. Ce n'est pas une histoire de conte de fées, c'est une histoire réelle et elle commence ici. Il avait 5 ans. Il dormait sur un banc de ciment, les bras croisés sur la poitrine et les lèvres violacées par le froid. Il ne pleurait pas, plus maintenant. Ses larmes s'étaient taries la première nuit quand personne n'était venu le chercher. Il le voyait passer, traînant son sac à dos déchiré, cherchant des miettes parmi les buissons. Et bien que beaucoup le regardaient, personne ne le voyait vraiment. Chaque fois que quelqu'un s'approchait, il disait juste une phrase « Ma maman me regarde du ciel ». C'était la seule explication qu'il avait et le seul espoir qui lui restait. Il ne connaissait pas le nom de la ville ni comment rentrer chez lui. Il savait seulement que le parc était maintenant son monde et les étoiles son réconfort. Il n'avait pas de famille, mais pas de rancune non plus. Seulement le froid, la faim et une voix douce qui chuchotait chaque nuit « Bonne nuit, maman », avant de fermer les yeux. Si cette histoire vous touche déjà le cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez-nous un like et dites-nous en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous suivez. Cette chaîne existe pour qu'aucune histoire comme celle-ci ne reste silencieuse. Et restez, car ce qui s'est passé ensuite a changé plus d'une vie. Angèle est apparue dans le parc comme un murmure à l'aube. Personne ne l'a vu arriver. Personne ne savait d'où il venait. Il était juste là, assis sur un banc de ciment, les pieds pendants et le regard fixe vers le ciel. Il avait les cheveux blancs comme la lune et des yeux bleus si intenses qu'il jurait avec la saleté de son visage. Il ressemblait à une peinture oubliée au milieu du béton et des feuilles mortes. La première personne à le remarquer fut donc Gregorio, le gardien de nuit. Il s'approcha avec méfiance, pensant que c'était une blague ou un enfant perdu du cirque. Mais quand il vit sa maigreur, la couverture effilochée sur ses épaules et les lèvres gercées par le froid, il sut que c'était réel. Il lui demanda son nom. L'enfant le regarda sérieusement et dit « Je m'appelle Angèle. Ma maman veille sur moi du ciel. » Gregorio déglutit difficilement, ne sachant que répondre. Il lui offrit un biscuit de sa gamelle et l'enfant l'accepta des mains tremblantes. Il n'avait pas de cartable, pas de téléphone portable, pas de papier d'information, juste un vieux sac à dos bleu avec un dessin fait au crayon, une femme souriante avec une tresse et un cœur géant à côté. « Ma maman, dit-il. » Gregorio partit faire sa ronde, mais cette nuit-là, il ne cessa de regarder vers le banc. Pendant la journée, Angèle disparaissait parmi les arbres du parc. Il se cachait des policiers, des curieux, des personnes en uniforme. Il avait appris que les adultes pressés n'étaient pas fiables. Il ne s'approchait des stands de nourriture que lorsque la faim lui tordait l'estomac. Parfois, une dame lui donnait un pain. Parfois, personne ne lui donnait rien. Alors il dormait en serrant sa couverture, la tête appuyée sur son sac à dos. Donia Carmela le vit pour la première fois en arrosant les plantes du parc. Elle le confondit avec un enfant jouant parmi les buissons, mais fut surprise de le voir si silencieux et sale. Elle s'approcha doucement de lui, sans poser de questions. Elle lui offrit une fleur. Angèle la prit avec un sourire timide puis regarda de nouveau le ciel. « Que cherches-tu là-haut, mon enfant » demanda-t-elle. « Ma maman. »« Elle me regarde de là-haut, » répondit-il. Carmela sentit un nœud dans la poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des enfants seuls en ville, mais il y avait quelque chose dans les yeux d'Angèle qui lui brisa l'âme. Ce n'était pas seulement de l'abandon, c'était de la résignation, comme s'il savait que personne ne viendrait le chercher, comme s'il avait déjà pleuré toutes les larmes qu'il avait à pleurer. Dès ce jour, elle commença à lui apporter de la nourriture cachée dans son sac d'outils. Les jours passaient et Angèle était toujours là, toujours sur le même banc au crépuscule,
toujours avec sa couverture, toujours à regarder les étoiles. Parfois, il leur parlait comme si quelqu'un l'écoutait vraiment là-haut. Aujourd'hui, je ne suis pas tombé, maman, mais un chien m'a presque fait peur, murmurait-il. D'autres fois, il restait juste en silence, serrant ses jambes, le visage enfoui entre ses genoux. Les vendeurs du parc commencèrent à remarquer sa présence constante. Certains l'ignoraient, d'autres disaient que ce n'était pas leur problème, mais Doña Carmela ne pouvait pas fermer les yeux. Un après-midi, elle le vit trembler de froid, les lèvres violacées et les yeux plus tristes que jamais. Elle retira son gilet de laine et le posa sur lui sans rien dire. Angèle ne parla pas, il se laissa juste enlacer. Cette nuit-là, Carmela décida de le suivre en secret. Elle le vit marcher pieds nus jusqu'à un coin derrière le kiosque, où il avait construit un petit nid de carton. Là, il s'allongeait chaque nuit, à l'abri du vent. Il n'avait rien d'autre que sa couverture, son sac à dos et une foi silencieuse que sa maman le protégeait du ciel. Carmela rentra chez elle le cœur brisé et le lendemain, elle prit une décision. Ce matin-là, le froid était plus rigoureux que d'habitude. Les bancs du parc étaient humides, couverts de rosée et le ciel nuageux effaçait tout espoir de voir les étoiles. Angèle se blottissait sous sa mince couverture, les pieds raides et les mains engourdies. Bien que ses lèvres tremblaient, il continuait de regarder vers le haut, comme s'il espérait trouver parmi les nuages un signe de sa maman. Doña Carmela arriva plus tôt que d'habitude. Elle apportait du pain sucré enveloppé dans une serviette en tissu et un petit thermos d'atole chaud. Quand elle vit l'enfant recroquevillé sur le banc, sa poitrine se serra. Elle s'approcha en silence, s'accroupit à sa hauteur et tendit le verre d'atole. Angèle la regarda avec méfiance, comme s'il doutait de mériter quelque chose d'aussi chaud, mais l'arôme sucré le convainquit. « C'est bien chaud, mon enfant. »« Bois-le doucement, » dit-elle d'une voix si douce qu'elle ressemblait à une étreinte. Angèle le prit des mains tremblantes, but une gorgée et ferma les yeux. La chaleur descendit dans sa gorge comme si elle réveillait quelque chose d'endormi. Il ne dit rien, il respira juste profondément, comme si le monde, pour un instant, cessait de faire mal. Ce fut le début de quelque chose de nouveau. Carmela ne posa pas de questions, ne voulut ni l'effrayer ni forcer sa confiance. Elle l'accompagna juste, s'assit à côté de lui, partagea le pain sucré et parla du temps, des fleurs qu'elle planterait ce jour-là, d'un colibri qu'elle avait vu parmi les arbres. Elle lui parlait, sans exiger de réponse. Angèle écoutait en silence, mâchant lentement, les yeux bleus rivés au sol. Les jours suivants, elle revint avec plus de nourriture, avec une couverture supplémentaire, avec des vêtements propres qu'une voisine avait donnés. Parfois, il acceptait, parfois, il se contentait d'acquiescer de la tête, mais il était toujours là, sur le même banc, comme si ce coin du parc était le seul endroit au monde où il se sentait encore vu. Le lien entre eux grandissait doucement, comme une fleur s'ouvrant en hiver. Un après-midi, Carmela osa lui demander s'il voulait l'accompagner à son stand de plantes. Juste quelques pas, rien de plus. Angèle hésita, haussa les épaules, puis acquiesça. Il marcha lentement à ses côtés, traînant ses sandales, serrant sa couverture. Les gens le regardaient, certains avec pitié, d'autres avec mépris, mais il regardait juste le sol jusqu'à arriver au petit stand en bois décoré de pots et de fleurs. « Tu peux t'asseoir ici » lui dit-elle en désignant une caisse vide. « Personne ne te dérangera. » Et c'est ce qu'il fit. Pour la première fois depuis des jours, Angèle était dans un endroit différent de son banc ou de son coin de carton. Il observait en silence comment Carmela arrosait les plantes, parlait avec les clients et souriait aux enfants qui passaient. Certains le saluaient. Il baissait le regard, mais ne s'enfuyait pas. Cette nuit-là, il retourna au kiosque pour dormir, mais quelque chose avait changé. Il avait maintenant un petit pot de fleurs parmi ses affaires, une fleur que Carmela lui avait donnée, pour t'accompagner quand je m'en irai. Il la plaça à côté de son sac à dos comme si c'était un trésor et pour la première fois depuis son arrivée au parc, il dormit en serrant quelque chose qui n'était pas seulement de la tristesse. De loin, Carmela l'observait. Elle ne pouvait pas l'emmener. Pas encore. Pas sans en savoir plus, pas sans qu'il le demande, mais dans son cœur, elle l'avait déjà adopté. C'était son enfant des fleurs, son enfant aux yeux qui regardaient le ciel comme s'il pouvait parler aux morts. Et cette nuit-là, tandis que le vent balayait les feuilles mortes, Carmela fit une promesse silencieuse, « Tu ne passeras plus jamais une nuit seule. Je te le jure sur ma vie. » Angèle commença à visiter le stand de Doña Carmela chaque matin, comme quelqu'un qui retourne dans un endroit qui ne fait plus peur.
Il ne parlait pas beaucoup, mais il ne fuyait plus. Il s'asseyait sur sa caisse en bois, le pot de fleurs entre les jambes, observant comment elle nettoyait les feuilles, arrosait les racines et saluait les passants avec la sérénité de celui qui a vu le monde passer pendant des années. Parfois, il lui tendait un arrosoir. Parfois, il se contentait de regarder. Carmela lui racontait des histoires de fleurs qui naissaient entre les pierres, de graines qui mettaient des années à fleurir et d'une plante qui avait survécu à l'incendie de son quartier. Angèle écoutait, la tête baissée, mais ses yeux bleus brillaient chaque fois que quelque chose le touchait. Une fois, il lui dit à voix basse que sa maman aussi lui racontait des histoires. Carmela s'arrêta en l'entendant. C'était la première fois qu'il mentionnait quelque chose de réel de son passé. Comment était-elle ? Demanda-t-elle avec délicatesse. Angèle baissa le regard et serra les lèvres. Il mit quelques secondes avant de répondre, elle avait une tresse comme toi, mais plus longue, et elle sentait le pain frais. Carmela sentit un nœud à l'estomac, elle n'insista pas, elle lui caressa les cheveux blancs et retourna au travail. Mais ce petit souvenir avait ouvert une fissure dans le silence. L'après-midi, Angèle dessina quelque chose avec un bâton sur la terre humide, une maison, un arbre, une silhouette avec une tresse et lui. Carmela l'observa en silence, le cœur serré. Elle n'avait pas besoin de plus pour comprendre que l'enfant avait eu une mère qu'il aimait. Quelque chose s'était passé, quelque chose qui l'avait arraché à cet endroit, l'avait jeté dans le parc et l'avait laissé regarder le ciel en quête de réponse. Les jours passèrent et Angèle commença à parler un peu plus. Il demandait le nom des fleurs, pourquoi certaines poussaient à l'ombre et d'autres au soleil. Carmela lui apprenait avec patience, comme si elle cultivait aussi son âme. Il apprenait vite, il avait une bonne mémoire et quand il souriait, même pour une seconde, il ressemblait à un autre enfant, un qui n'avait pas encore connu l'abandon. Un matin, alors qu'ils arrangeaient les pots de fleurs, un homme en uniforme s'approcha du stand. C'était un travailleur social du service de la protection de l'enfance. En voyant l'enfant, il fronça les sourcils. Il demanda qui il était. Carmela répondit fermement que c'était juste un petit qui aidait avec les plantes, sans abri, mais sans déranger personne. L'homme prit note et s'en alla, mais le visage d'Angèle se transforma complètement. Cette nuit-là, il ne revint pas au banc. Carmela le chercha dans tout le parc, derrière le kiosque, parmi les buissons, près des toilettes. Rien, elle ne trouva que le pot de fleurs posé avec soin sur le banc où il dormait. C'était comme s'il avait pris congé en silence, comme s'il savait que quelque chose de grave allait se passer. Le cœur de Carmela s'accéléra, elle ne pouvait pas le perdre. Maintenant, à l'aube du lendemain, elle le trouva endormi sous un arbre lointain, serrant son sac à dos et le visage couvert de terre. Il était sale, plus maigre, les lèvres gercées. En la voyant, il ne dit rien, il détourna juste le regard. Carmela s'agenouilla à côté de lui et lui murmura, « Je ne laisserai personne te prendre, je te le promets. » Angèle ne répondit pas, mais il la laissa l'embrasser. Pour la première fois, il s'accrocha à quelqu'un avec force, comme si ce geste le maintenait debout, comme si la chaleur de Carmela était la seule chose réelle dans un monde qui lui échappait entre les doigts. Carmela comprit alors qu'elle ne pouvait plus attendre, elle devait agir et le lendemain, sans demander la permission à personne, elle l'emmena chez elle. La maison de Doña Carmela n'était ni grande ni jolie. Elle avait des murs de briques non peintes, un toit en tôle ondulée et une clôture rouillée qui grinçait au vent. Mais pour Angèle, qui venait de dormir sur le ciment et les cartons, cet espace était un château, un endroit avec un toit, une odeur de café et le son des cuillères heurtant les tasses, un endroit où personne ne criait ni ne le chassait. Quand il entra pour la première fois, il resta debout sur le pas de la porte, le sac à dos pendant à l'épaule et la couverture serrée contre sa poitrine. Il regardait chaque recoin comme si tout pouvait disparaître à tout moment. Doña Carmela lui offrit un verre d'eau et désigna une chaise en bois avec un coussin fleuri. « Tu peux t'asseoir, mon enfant. Ici, tu es en sécurité, » lui dit-elle. Angèle hésita, mais obéit. Le silence était épais. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge murale et le léger bourdonnement d'une vieille radio. Carmela prépara du riz au lait, le dessert qu'elle préférait quand elle était petite. Elle le servit chaud avec de la cannelle. Angèle le sentit avant de le goûter. Il prit une petite bouchée, puis une autre et en quelques secondes, l'assiette était vide. Il ne dit pas merci, il baissa juste la tête comme s'il avait honte d'avoir faim. Cette nuit-là, Carmela lui montra un matelas qu'elle avait préparé à côté de son lit.
il avait des draps propres, une couverture épaisse et un ours en peluche qui avait appartenu à son petit-fils. Tu peux dormir ici, il n'y a pas de hâte. Quand tu voudras parler, je t'écouterai, dit-elle en éteignant la lumière. Dans l'obscurité, Angèle mit du temps à fermer les yeux. Son corps ne savait pas comment se reposer dans un lit, mais avant de dormir, il murmura doucement « Merci, maman, d'où que tu sois ». Les jours suivants furent étranges pour lui. Il se réveillait tôt, marchait pieds nus dans la maison et touchait du bout des doigts les objets comme s'ils étaient fragiles. Il aidait dans la cuisine sans que personne ne le lui demande. Il lavait son assiette, pliait sa couverture. C'était comme s'il craignait d'être mis à la porte à tout moment s'il ne se comportait pas parfaitement. Carmela l'observait le cœur serré. Un après-midi, alors qu'elle arrosait ses plantes dans le jardin arrière, elle l'entendit chanter doucement. C'était une mélodie sans paroles, un air simple mais doux. Carmela ne dit rien, elle s'assit juste pour l'écouter de loin, les yeux pleins de larmes. C'était la première fois qu'elle entendait quelque chose de joyeux émaner de cet enfant. Un son qui ne venait ni de la peur ni du froid, mais de l'intérieur. Mais les blessures profondes ne guérissent pas en quelques jours. Une nuit, Angèle fit un cauchemar, il cria dans son sommeil, il se débattit dans son lit et quand Carmela alluma la lumière, elle le trouva tremblant, les yeux écarquillés. « Ne me quitte pas, maman. Ne me quitte pas encore, criait-il sans se rendre compte d'où il était. Carmela l'étreignit fort, le berça comme un bébé et lui dit à l'oreille, « Ici, personne ne te quittera jamais plus. » Dès lors, Angèle commença à faire confiance, pas d'un coup, mais par des gestes. Il se laissait coiffer, acceptait qu'on lui lave ses vêtements et osait même rire quand Carmela faisait des blagues avec ses plantes. Il lui racontait de petites choses, que sa maman cuisinait des tortillas rondes comme le soleil, qu'elle lui chantait des chansons inventées, qu'elle l'appelait « mon petit bout de ciel » quand elle l'embrassait. Carmela ne posait pas de questions sur l'abandon, ne forçait pas le souvenir, elle écoutait juste. Parfois, elle pleurait en silence, dans la salle de bain ou en faisant la vaisselle. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait laisser un enfant ainsi, mais elle ne jugeait pas non plus. La seule chose qui importait maintenant, c'est que Angèle avait un endroit où dormir, une assiette pleine et quelqu'un qui lui disait « bonjour » chaque matin. Et une nuit, quand le vent soufflait fort et que les tôles du toit tremblaient, Angèle s'approcha de son lit. Il la regarda, ses yeux bleus brillants, et demanda « Tu crois que les mamans du ciel peuvent vraiment nous voir ?» Carmela sourit, lui caressa le visage et répondit « Je crois que la tienne n'a jamais cessé de le faire, mais maintenant, quand elle te voit, elle ne pleure plus. » Elle sourit. Un dimanche matin, alors que le soleil filtrait doucement par la fenêtre de la cuisine, Carmela apprit à Angèle à préparer des tamales. L'enfant observait curieusement, les mains couvertes de pâte et les cheveux blancs désordonnés lui tombant sur les yeux. Il riait doucement quand la feuille de maïs se déchirait. C'était la première fois que son rire emplissait la maison sans culpabilité, comme s'il croyait enfin qu'il était permis d'être heureux. « Tu as des mains de cuisinier » dit Carmela avec affection, en lui essuyant la joue avec sa manche. « Ma maman disait que j'avais des mains magiques, que tout ce que je touchais était délicieux, » répondit Angèle et il se tut aussitôt. Il baissa la tête. Carmela ne dit rien, elle lui posa juste une main sur le dos et continua de pétrir. Elle savait que chaque souvenir était un morceau de la blessure qui ne s'était pas encore refermée. Plus tard, en arrosant les pots de fleurs du patio, Carmela lui montra un carnet de dessin. Il y avait des plantes, des fleurs et une page blanche. Elle lui offrit un crayon et lui dit « Tu veux dessiner quelque chose dont tu te souviens ?» Angèle réfléchit un instant, puis dessina une femme avec une longue tresse, un tablier et un pain à la main. En dessous, il écrivit, avec des lettres tordues, « Maman ». C'était la première fois qu'il écrivait depuis son arrivée. « Tu te souviens de ton nom de famille ?» demanda doucement Carmela, en s'asseyant à côté de lui. Angèle fronça les sourcils. Il semblait chercher quelque chose dans sa mémoire. Puis il murmura, « Je m'appelle Angèle. » Angèle Santiago, je crois. Carmela sentit un frisson. Cette petite avancée était une porte ouverte, un chemin de retour vers quelque chose qui existait peut-être encore. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, Carmela s'assit devant la vieille radio et appela une station d'information. Elle prit du papier et un stylo et écrivit fermement « Enfant perdu à Guadalajara, cheveux blancs, yeux bleus, 5 ans, s'appelle Angèle Santiago. » Le lendemain, elle se rendit à une cabine et appela une station locale. Elle demanda que l'annonce soit lue lors de l'émission du matin.
Elle ne voulait pas le confier au gouvernement. Elle voulait que la bonne personne l'entende. 3 jours passèrent. 3 jours où tout resta pareil, sauf dans le cœur de Carmela, qui battait fort chaque fois que le vieux téléphone qu'elle avait sur le frigo sonnait. Personne n'appelait, personne ne posait de questions, mais elle ne perdait pas espoir car maintenant elle connaissait le nom complet de son enfant. Et un nom est un fil qui mène à une histoire. Pendant ce temps, Angèle commença à dormir sans cauchemar. Il s'habitua au bonjour, au petit déjeuner chaud, à l'odeur du savon sur ses vêtements. Il commença à demander de nouveaux mots, à répéter ce qu'il entendait à la radio, à compter combien d'étoiles il pouvait voir depuis le patio. Carmela le voyait s'épanouir jour après jour, comme une plante qui n'avait besoin que de terre ferme et d'un peu d'amour. Mais un après-midi, alors qu'il revenait du marché, une femme le regarda fixement de l'autre côté de la rue. Elle avait les yeux pleins de larmes et une expression mêlant surprise et peur. Angèle la regarda, fronça les sourcils et s'accrocha à la jambe de Carmela. La femme ne s'approcha pas, elle se retourna simplement et disparut dans la foule. Carmela ne dit rien, mais quelque chose s'agita en elle. Cette nuit-là, elle écrivit dans son journal, « Aujourd'hui, quelqu'un l'a reconnue. Je ne sais pas si c'était sa mère, je ne sais pas si c'était quelqu'un du passé, mais elle le regarda comme si elle savait et Angèle trembla. » Les jours qui suivirent cette rencontre dans la rue furent différents. Angèle était plus silencieux, plus accroché à Carmela. Il marchait la tête baissée, comme s'il craignait de revoir ce visage dans la foule. Il ne demanda pas qui était la femme, ne mentionna rien, mais chaque fois qu'il sortait, il serrait plus fort la main de Carmela comme s'il craignait qu'on le lâche. Carmela pensait aussi à ce regard. Il y avait quelque chose dans les yeux de cette femme. Pas seulement de la surprise, mais aussi de la culpabilité. Elle ne ressemblait pas à une mère désespérée cherchant son fils, mais à quelqu'un qui portait un poids silencieux. Cette image ne lui sortait pas de la tête et les nuits, elle se répétait la scène dans son esprit encore et encore. Et si c'était elle, et si elle ne devait pas intervenir, elle décida d'attendre, de ne rien forcer. Elle continua la routine habituelle, les petits déjeuners partagés, l'entretien du jardin, les histoires avant de dormir. Angèle recommença à sourire, mais son regard bleu s'assombrissait parfois, comme si un sombre souvenir tentait de sortir sans permission. Carmela savait qu'il y a des douleurs qui se cachent derrière les yeux et Angèle les avait toutes. Un jour, alors qu'ils nettoyaient le petit débarras du patio, ils trouvèrent une vieille boîte avec des photos et des papiers. Carmela montra à Angèle ce qu'étaient les anciens albums. Il les feuilleta avec curiosité jusqu'à ce qu'une image le fasse lâcher l'album d'un coup. C'était une photo d'une femme inconnue, mais avec une robe similaire à celle que portait la femme de la rue. Angèle recula, le visage pâle. « Tu as eu peur, mon enfant ?» demanda Carmela avec douceur. « Je ne veux pas retourner avec elle, » murmura Angèle sans regarder. « Avec qui, mon amour ?»« Avec celle qui me criait dessus. Celle qui m'enfermait dans la chambre quand je pleurais. » Carmela sentit que l'air lui manquait. Jusqu'à ce moment, elle pensait que Angèle avait été abandonnée à cause d'une tragédie, d'une perte, d'une confusion. Mais ce qu'elle venait d'entendre était autre chose. C'était de la peur, du traumatisme, de la maltraitance. Angèle n'avait pas perdu sa mère, il avait fui quelque chose qui le brisait de l'intérieur. La nuit, pendant qu'il dormait, Carmela chercha parmi les papiers des services sociaux qu'elle avait collectés en secret. Rien, aucune dénonciation, aucun enregistrement des Angèle Santiago, aucune photo, aucun bulletin de disparition. Il était un enfant sans trace, invisible pour le système, comme s'il n'avait jamais existé officiellement. Le lendemain matin, elle prit une décision ferme. Elle alla au marché, vendit toutes ses fleurs et avec l'argent, acheta un nouveau sac à dos, une paire de chaussures et un cahier. Elle rentra chez elle et, sans dire grand-chose, remit le tout à Angèle. « Si personne ne t'a enregistré, je le ferai. Si personne ne t'a donné de nom, je veillerai sur le tien. Et si personne ne t'a défendu avant, maintenant tu as quelqu'un qui le fera. » Angèle la regarda, les grands yeux brillants. Il ne dit rien, il l'étreignit juste. Cette étreinte longue et silencieuse fut plus forte que n'importe quelle promesse, car à ce moment-là, il sut qu'il n'avait pas à retourner là où on ne l'aimait pas, que l'amour pouvait aussi se trouver après l'abandon et que Carmela ne lui avait pas seulement donné un toit, elle lui avait rendu sa dignité. Mais la rue garde des secrets et le passé ne reste jamais immobile. C'était un samedi après-midi et le ciel de Guadalajara se couvrait de nuages denses.
Le vent soufflait avec hâte, comme s'il pressentait que quelque chose allait se briser. Angèle jouait dans le patio avec une boîte vide et 2 bouchons de soda, imaginant un monde où tout allait bien. Carmela l'observait depuis la cuisine avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si le silence n'apportait pas la paix, mais une alerte. Un coup sec à la porte la sortit de ses pensées. On frappa fort, avec hâte, sans pause. Carmela s'essuya les mains sur son tablier et marcha le cœur serré. En ouvrant, 3 personnes, une jeune femme avec une pochette à la main, un homme des services sociaux avec un badge suspendu et la même femme de l'autre après-midi, celle que Angèle avait vue dans la rue, celle qui l'avait fait trembler, celle qui l'appelait en chuchotant, celle qui lui criait dessus. « Bonjour. Êtes-vous Madame Carmela Reyes ?» demanda l'homme d'un ton bureaucratique. « Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous ?» répondit-elle fermement. « Nous faisons suite à une dénonciation anonyme concernant un mineur qui réside ici sans enregistrement légal. Nous devons vérifier sa situation. » Carmela s'y attendait. Elle avait imaginé que quelque chose comme ça arriverait, mais elle n'était pas préparée à voir cette femme si près, si froide, avec des lunettes noires et les lèvres serrées comme quelqu'un qui cache plus que des mots. La rage monta en elle comme un incendie. Cet enfant n'a pas été enlevé ni volé. Il était seul, dormant dans un parc, malade et affamé. Je n'ai fait que lui donner un toit, de la nourriture et de l'amour, dit Carmela sans trembler. Nous voulons lui parler, dit la jeune femme des services sociaux. Carmela acquiesça de la tête, mais avant de l'appeler, elle ferma la porte et alla dans le patio. Angèle avait déjà entendu les coups. Il était debout, immobile, les yeux écarquillés. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Ils sont venus, » murmura Carmela. Elle l'étreignit fort. « Je suis avec toi, mon enfant. Tu n'es pas seul. Quoi qu'il arrive, je ne te lâche pas. » Quand Angèle sortit, la femme retira ses lunettes. « Angèle, mon fils, c'est moi, » dit-elle d'une voix fausse et tremblante. Mais il recula d'un pas, la mâchoire serrée, se cacha derrière Carmela et cria « Tu n'es pas ma maman. Ma maman s'occupait de moi, me chantait, m'aimait. Toi, tu m'enfermais et tu me criais dessus. » Le silence tomba comme un coup de tonnerre. Les fonctionnaires se regardèrent. Carmela sentit son cœur se briser en 1000 morceaux en entendant enfin sa vérité éclater. « Je ne veux pas aller avec toi, » continua Angèle, les yeux humides. « Je ne veux pas retourner dans cette pièce sombre. » La femme ne répondit pas. L'homme des services sociaux continuait de prendre des notes. La jeune femme regarda Carmela avec gêne. « Nous comprenons qu'il y a un traumatisme, » dit-elle. « Mais si cette femme est la mère biologique, légalement elle a le droit de le réclamer. Même si elle l'a maltraité? Même si l'enfant pleure chaque fois qu'il la voit? » Interrompit Carmela, les yeux pleins de rage. « Ce n'est pas à vous de décider, » répliqua l'homme. « Ce sera un juge qui décidera. » La femme fit un pas en avant. Angèle poussa un cri étouffé et s'accrocha au bras de Carmela. « Non, je ne veux pas aller avec elle. S'il vous plaît, ne me forcez pas. » Carmela l'enveloppa de son corps comme si elle pouvait le protéger de tout. « Si vous voulez l'emmener, vous devrez l'arracher de mes bras et ce ne sera pas facile, » dit-elle à voix basse, mais ferme comme le béton. Après cette visite, le monde de Carmela devint un champ de bataille silencieux. À l'extérieur, tout semblait continuer comme avant. Les plantes poussaient, le marché ouvrait, le soleil se levait, mais en elle, quelque chose bouillonnait. Un mélange de peur, d'impuissance et de rage. Elle ne dormait pas bien. Elle surveillait la porte comme si à tout moment ils allaient faire irruption pour lui. Et chaque fois que Angèle la regardait avec ses yeux bleus pleins de confiance, son âme tremblait. Le lendemain matin, elle se rendit directement au centre communautaire du quartier. Elle demanda à parler à l'assistante sociale. Elle raconta toute l'histoire depuis le début, l'enfant seul dans le parc, les nuits froides, la couverture, la peur, la femme qui l'avait maltraité. Elle montra les dessins des Angèle, ses mots, ses terreurs nocturnes. Elle pleura. Elle pleura comme une mère qui craint de perdre ce qu'elle aime le plus. L'assistante sociale l'écouta en silence. Puis elle lui dit quelque chose que Carmela n'attendait pas, il y a des cas où le cœur est plus fort que les papiers. Si nous parvenons à prouver que l'enfant est mieux avec vous, le juge peut envisager de vous accorder la garde temporaire pendant l'enquête, mais vous devez vous préparer. Ce ne sera pas facile.
Angèle, de son côté, semblait tout percevoir sans tout comprendre. Il était plus silencieux, plus accroché à Carmela. Il ne posait pas de questions, mais ses dessins changèrent. Ce n'étaient plus des maisons cassées ni des personnes criant. C'étaient maintenant des jardins, des fleurs et une silhouette souriante avec une tresse. Parfois, il écrivait au bas du dessin « Moi et ma nouvelle maman ». Carmela gardait chacun d'eux comme s'il s'agissait de documents sacrés. Quelques jours plus tard, elle reçut une notification formelle « Audience au tribunal de la famille ». Angèle serait interrogée par des psychologues et la femme qui se disait sa mère biologique également. Le juge déciderait s'il était rendu ou s'il pouvait rester temporairement avec Carmela. Elle n'avait que 5 jours pour recueillir des témoignages, des preuves et des alliés. Et elle n'était personne, juste la vérité et l'amour. Elle ne se rendit pas. Elle rendit visite à don Gregorio, le gardien du parc, qui écrivit une lettre relatant comment il avait trouvé l'enfant seul pendant des semaines. Elle chercha des vendeurs du marché qui avaient vu Angèle avant qu'ils ne connaissent Carmela. Elle parla même à une dame qui l'avait entendue pleurer dans les toilettes du parc. Tous disaient la même chose, il était seul, toujours seul. Pendant ce temps, Angèle continuait de vivre avec un mélange d'innocence et de tension. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas simplement rester là où il était heureux. Il demanda s'il pouvait aller vivre loin, dans un endroit où personne ne les connaîtrait. Carmela lui dit qu'il ne fallait pas fuir, que cette fois, il se battrait pour lui, pas comme d'autres l'avaient fait taire. Maintenant, sa voix comptait vraiment. La nuit précédant le jugement, Carmela ne dormit pas. Elle prépara sa pochette avec les preuves, serra Angèle plus fort que d'habitude et lui promit que, quoi qu'il arrive, elle ferait tout pour le protéger. Tu n'es pas mon sang, Angèle, mais tu es mon enfant, et cela vaut plus que n'importe quel nom de famille. Le lendemain, le tribunal était rempli d'échos, de couloirs froids et de regards tendus. Angèle tremblait, mais il tenait la main de Carmela. Quand ce fut son tour, il entra seul dans la salle avec une psychologue. Carmela attendit dehors, retenant son souffle. Une demi-heure plus tard, l'enfant sortit en silence, les yeux humides. Il l'étreignit et ne dit rien. Finalement, Carmela fut appelée. Le juge l'observa attentivement pendant qu'elle parlait. Ce n'était pas une femme riche, ni jeune, ni avec des avocats chers. C'était une femme ordinaire, aux mains marquées par la terre et aux yeux qui criaient l'amour. Quand elle eut fini de parler, il y eut un long silence. Puis le juge dit, « La décision sera notifiée dans 72 heures. » Jusqu'alors, l'enfant restera avec Madame Carmela. Carmela ne pleura pas là, mais en sortant du tribunal, Angèle lui tenant la main, elle se permit de sourire pour la première fois depuis de nombreux jours. Il n'avait pas encore gagné, mais il n'avait pas été vaincu non plus. Pendant les 3 jours qui suivirent l'audience, Carmela vécut le cœur tiraillé entre l'espoir et la peur. Chaque appel au téléphone fixe la faisait sursauter. Chaque fois qu'une voiture passait lentement devant la maison, elle regardait à travers le rideau comme si elle attendait une sentence. Angèle la regardait en silence, ses yeux bleus plus calmes que les siens. Peut-être parce qu'il faisait confiance, peut-être parce qu'il avait déjà décidé que Carmela était sa maison, peu importe ce que disaient les adultes. Le 4e jour au matin, une camionnette blanche des services sociaux se gara devant la maison. Carmela sortit à sa rencontre, l'âme serrée. Une fonctionnaire descendit avec une enveloppe manille à la main. Elle avait une expression sérieuse, mais pas froide. « Madame Carmela, j'apporte la résolution. Pouvons-nous parler à l'intérieur ?» Assise dans la petite cuisine, avec le son de l'horloge marquant chaque seconde comme un tambour dans la poitrine, la fonctionnaire ouvrit l'enveloppe et commença à lire, après avoir analysé les preuves présentées, les déclarations des témoins et l'évaluation psychologique du mineur Angèle Santiago. Il est conclu que son bien-être émotionnel, physique et psychologique est exceptionnellement pris en charge par Madame Carmela Reyes. Par conséquent, une garde temporaire prolongée avec possibilité d'adoption définitive est accordée. Carmela cessa d'entendre. Elle n'entendait que ses propres sanglots éclatant dans sa poitrine. Angèle, qui était cachée derrière le cadre de la porte, courut vers elle. « On s'en va, ils vont me prendre ?» demanda-t-il avec peur. Carmela l'étreignit fort et murmura, « Non, mon enfant, maintenant tu restes. Tu fais déjà partie de cette maison, de ce jardin, de ma vie. » La fonctionnaire lui tendit d'autres papiers, d'autres instructions, mais Carmela ne pouvait plus se concentrer. Elle sentait l'air revenir dans son corps, qu'enfin elle pouvait respirer.
Elle emmena Angèle dans le patio et ensemble ils arrosèrent les fleurs comme tous les jours. Mais cette fois, quelque chose était différent. Il y avait une terre ferme sous leurs pieds. Plus tard, quand la camionnette des services sociaux s'éloigna, un voisin s'approcha avec une boîte en carton. « Nous avons entendu la nouvelle. Je vous apporte ceci. Des vêtements, des cahiers, quelques jouets. C'est le moins que nous puissions faire. Cet enfant mérite de recommencer. » Carmela remercia, les yeux humides. Pour la première fois, la communauté les voyait, non comme un problème, mais comme un exemple. Cet après-midi-là, Angèle dessina quelque chose de nouveau, un grand arbre avec des racines profondes. En dessous, 2 silhouettes se tenant la main, une dame avec une tresse et un enfant aux cheveux blancs. En bas, il écrivit « Ma maman veille sur moi du ciel, mais elle m'envoie aussi des câlins de la terre. » Cette nuit-là, tandis que le vent faisait bouger les feuilles de la cour, Carmela s'assit près du lit d'Angèle et le regarda dormir. Il ne tremblait plus, ne murmurait plus de cauchemars. Il dormait les bras étendus comme s'il se sentait enfin libre. Elle lui caressa les cheveux et pensa que l'amour n'arrive pas toujours enveloppé de sang, parfois, il arrive sous forme de regard, de couverture, de fleurs sauvées. Et en fermant les yeux, Carmela murmura au ciel, « Merci de me l'avoir prêté. Je m'occupe du reste. » Les mois passèrent. Angèle ne dormait plus recroquevillée ni ne se réveillait avec peur. Chaque matin, il sortait pieds nus dans le patio. Il arrosait sa plante préférée, la fleur que Carmela lui avait donnée dans le parc, puis il aidait au stand du marché. C'était un nouvel enfant, mais il conservait la même âme ancienne, celle qui avait appris à survivre dans la rue, mais qui apprenait maintenant à vivre en paix. Carmela l'inscrivit à l'école. Le premier jour fut une mer d'émotions, des larmes dans le sac à dos, de longues étreintes et une promesse murmurée à l'oreille, « Si quelque chose te fait peur, pense aux étoiles. Je te regarderai d'ici. » Angèle acquiesça, les lèvres serrées et le cœur battant comme un tambour, mais quand il revint, il courait. Il courait avec un sourire. Il avait dessiné un arbre dans son cahier et en dessous une maison avec des fleurs. Un samedi après-midi, alors qu'il rangeait les pots de fleurs, Angèle lui demanda, « Tu crois que ma maman me regarde toujours du ciel ?» Carmela se pencha, lui essuya le front en sueur avec le bord de son tablier et répondit, « Je crois qu'elle n'a jamais cessé de le faire, mais maintenant, quand elle te voit, elle ne pleure plus. » Elle sourit. Avec le temps, le tribunal autorisa la procédure d'adoption officielle. Carmela, les mains tremblantes, signa les papiers comme si elle signait un poème. Angèle écrivit son nom complet sur le formulaire, Angèle Santiago Reyes. Quand il vit les 3 mots ensemble, il demanda, « Maintenant, je suis vraiment ton fils ? Tu l'as été dès le premier jour où tu m'as appelé avec tes yeux. » Le parc Révolution était toujours là avec ses bancs froids, ses feuilles mortes et son kiosque silencieux. Mais ce n'était plus un lieu d'abandon pour Angèle, c'était un souvenir, une cicatrice refermée. Parfois, il passait par là et il saluait Don Gregorio avec un sourire. Personne n'imaginait que cet enfant aux cheveux blancs qui courait en uniforme était le même qui, un jour, avait dormi sous un carton. Carmela, avec plus de cheveux gris et moins de force, disait que Angèle lui avait rendu la vie et lui répondait qu'elle l'avait sauvé. Ils cuisinaient ensemble, prenaient soin du jardin et chaque 2 novembre, ils écrivaient une lettre à sa maman du ciel. Il la plaçait à côté d'une bougie, non avec tristesse, mais avec gratitude, car s'il ne l'avait pas perdue, il n'aurait jamais trouvé Carmela. Une nuit, Angèle se réveilla au bruit d'une tempête. Il courut dans la chambre de Carmela. Elle dormait profondément. Alors il alla au salon, chercha la vieille couverture du parc et la posa sur ses pieds. « Pour que tu n'aies pas froid comme j'avais avant, » murmura-t-il. Il resta à ses côtés jusqu'à ce que la pluie cesse. Puis il regarda par la fenêtre vers le ciel dégagé et pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas les étoiles avec tristesse, mais avec amour, car il savait maintenant que les mères peuvent vivre au ciel, mais elles peuvent aussi renaître sur terre quand quelqu'un décide d'aimer sans condition. Tous les enfants n'ont pas la chance de trouver un banc, une fleur et un cœur disposés à tout donner. Angèle a trouvé Carmela quand il en avait le plus besoin, mais c'est aussi Carmela qui a trouvé en lui une raison de continuer à semer la vie. Parfois les familles ne s'héritent pas, elles se choisissent, elles se construisent avec des regards, des silences partagés et des batailles menées au nom de l'amour. Ce ne fut pas une histoire de héros avec cap ni de miracle céleste. Ce fut une histoire réelle d'abandon, oui, mais aussi de renaissance, de comment un enfant a appris à faire confiance à nouveau,
de comment une femme simple a défié le système pour quelqu'un qui ne portait pas son sang, mais son âme, et surtout de comment l'amour, quand il est vrai, ne demande pas d'où tu viens, il décide juste de ne pas te laisser partir. Si cette histoire vous a touché le cœur, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à la partager. Et dites-nous en commentaire jusqu'à quelle ville ou quel pays cette histoire est arrivée. Car chaque fois qu'une histoire comme celle-ci est écoutée, un enfant comme Angèle ressent à nouveau qu'il n'est pas seul. Merci d'être ici et de croire aux secondes chances.